Bonjour à tous, vous êtes bien sur Télégoël, votre télévision citoyenne au cœur de votre bassin minier. Nous sommes le jeudi 27 octobre, c'est toujours les vacances. Nous serons aujourd'hui en compagnie d'Éric Millot qui nous parlera du Arras Film Festival, à ne surtout pas manquer. On vous reparlera des salariés de Westel, des inaugurations, des initiatives citoyennes et de jeux vidéo. Il me rejoindra tout à l'heure Fred Peter avec un invité, cette fois-ci en sport pour parler de football. Notre charmante Nelly réveillera votre fibre culturelle. Et tout de suite, je retrouve Anthony pour votre actualité de la semaine. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Te revoilà en pleine forme? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Un peu mieux, la voix toujours enrouée, mais ça va. La ville d'Avion ont inauguré le week-end dernier, je crois, ou la semaine dernière, une nouvelle salle de sport à Avion. Alors elle n'était pas si nouvelle cette salle, la salle Gagarine, puisqu'elle a juste été rénovée, juste entre guillemets. Et pour l'occasion, la ville d'Avion a fait venir quelques stars du football régional, comme Alain Casanova, l'entraîneur du Racing Club de Lens, ou Mounir Chouillard, qui est né à Liévin et qui est depuis quelques mois professionnel au Racing. D'anciens professionnels du Racing Club de Lens étaient aussi présents, comme Jocelyn Blanchard, Bouba Diop, Patrick Barul ou encore Franck Quedru. Ils ont affronté les anciens du CS Avion, qui avaient notamment fait un 32e de finale de Coupe de France. Pour l'occasion, un reportage signé Olivier Averland et Laurence Decroix. Ce n'est pas une inauguration, mais plutôt une résurrection. Gymnase emblématique de la ville d'Avion depuis 1967, la salle Youri Gagarine vient d'être enfin totalement rénovée. Cet équipement de 600 mètres carrés, placé au cœur du quartier de la République, a nécessité 900 000 € pour ses travaux de rénovation. Vous avez pu voir cet après-midi venir des enfants dans les ateliers mis en place par le service municipal des sports. Sûr qu'il y a là, à pas en douter, les graines de futurs champions de demain. Je remercie aussi Alain Casanova, entraîneur des pros du RC Lens, de nous accorder de son temps que nous savons précieux. Même les anciennes gloires du RC Lens étaient présentes pour affronter des vétérans du CS Avion, ceux qui avaient joué le fameux match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain en 1994. Après ce match animé, fertile en buts et suivi par un public aussi passionné que bruyant, la soirée s'est conclue avec un match entre une sélection du conseil municipal contre l'équipe d'Avion Futsal. Allez dire après cela que les élus ne mouillent pas le maillot. Ils sont adorables et ils offrent un lieu de vie inhabituel au cœur du bassin minier. Pierre et Elsa inauguraient les gîtes la semaine dernière devant un public stupéfait de cette réalisation. 3 gîtes écologiques au pied des terris du 11-19. Un lieu où règne calme et tranquillité, où le temps semble s'être arrêté. Un mix mêlant écologie, patrimoine minier et identité régionale, conçu par des artisans issus de la région, le cocon, le toit terrasse et le grand gîte, nom donné à ces 3 écologes, mélange confort moderne et écologie. Familles, couples ou professionnels en déplacement y sont accueillis avec toute la sympathie de leurs hôtes. Elsa et Pierre sont tombés sous le charme de cette ancienne maison du directeur d'école de la cité Saint-Pierre, quasiment à l'abandon et au contexte géographique idéal. On est certes dans une cité minière, mais on est à 500 mètres de l'autoroute quelque part, puisqu'on est sorti Lens-Ouest 500 mètres. On a le musée du Louvre à pied 20 minutes, 5 minutes en voiture. On a Bollaert, moi je suis supporter du Racing, on va à pied, on est à 20 minutes de Bollaert pendant l'Euro, on a les gens qui sont venus, ils venaient ici, ils allaient à pied, ils étaient super heureux, traverser les cités minières, ils étaient à fond dedans quoi. 5 minutes en voiture, tourisme de mémoire, on a 5 km de Vimy-Lorette, en 10 minutes on y est. On a le Terri qui est à 300 mètres, si on va aller se balader, on va à vélo, on va à pied, on peut monter là-haut, en une demi-heure on y est. Sincèrement, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs quoi? Moi, je pense que vraiment, on a trouvé un endroit, mais en or. Un moment de détente au sein de ces 3 gîtes aménagés dans l'ancien jardin de l'école voisine. L'école buissonnière, c'est une parenthèse. On est près de l'école. Moi, quand j'ai trouvé ce nom-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Parce que j'étais en train de faire mes tranchées, mes travaux.
Puis je dis punaise, je pensais aux gamins là qui étaient dans les classes et moi à l'école c'était pas forcément mon truc. Je dis mais en fait quand ils jettent un œil dans le jardin, qu'ils voient tout ça, j'aimerais bien passer le mur quoi. Mais on se dit en fait les gens quand ils viennent chercher ici c'est une parenthèse. Mais la personne qui vient travailler, elle vient se trouver une petite parenthèse, il est bien. Petite famille qui vient là, voilà un petit cocon quoi, un petit lieu. Voilà c'est l'école buissonnière, on se fait une petite parenthèse dans notre vie quoi. Et à cela vient s'ajouter un élément particulier. Dans l'idée de baignoire en galva, j'ai récupéré une ancienne cuve à fromage en inox. On a mis un chauffage au feu de bois. On le fait chauffer à 35-37 degrés. On ramène l'apéro aux gens puisqu'on a fait un petit bar dedans. Et donc on est en extérieur à 37 degrés. Et cette cuve, il fallait trouver un nom. Et là, c'est ma femme qui a trouvé un nom. Elle l'appelle le bassin minier. Donc aujourd'hui, là, surtout sur l'hiver qui commence à arriver, les gens, souvent je dis, venez ce soir, il fait 37 degrés dans le bassin minier, quoi. Et il fait 37 degrés toutes les semaines dans le bassin minier. Rien à voir avec le réchauffement de la planète. Un endroit étonnant qui attise la curiosité et que même le chat ne cesse de découvrir. À Salomine, un salon de coiffure a fermé ses portes toute une journée pour permettre aux retraités les plus démunis de la ville de Salomine et ceux du foyer de la résidence Jacques Duclos de se faire coiffer gratuitement. Une initiative mise en place par le Centre communal d'action sociale de la ville. Je suis indécise, j'arrive pas à être... Non, moi je connais pas tout ça. C'est pas mon style, je sais pas, j'ai peut-être... Marie n'a pas été dans un salon de coiffure depuis plusieurs années. Elle laisse alors ses cheveux entre les mains de sa nouvelle coiffeuse Marine. D'après ma physiologie, et puis pas trop long, pas trop court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Marie touche une trop petite retraite pour se permettre d'aller chez le coiffeur. Elle se fait donc coiffer par sa voisine. Au salon Coiffe Addict, elle a profité de cette journée ouverte et gratuite pour les retraités ayant des difficultés financières. Merci madame. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Le principe, c'est de donner le sourire aux gens. Voilà, c'est leur amener une journée de sympathie des gens entre elles, comme vous avez pu voir. Le fait qu'elles boivent le café ensemble, le fait que elles soient entre elles, tout simplement. Et en plus, elles se fassent coiffer. Alors là, par contre, se faire coiffer, ça leur apporte vraiment le sourire à la fin. Et souvent, comme quand on dit souvent, les gens, quand ils sont bien dans leurs cheveux, ils sont bien dans leur tête. Et quand elles partent, elles sont bien, elles ont passé une bonne journée, elles étaient entre copines. Voilà, c'est ce qu'il faut. Tout était à disposition des retraités de la ville pour qu'ils puissent passer un agréable moment, une initiative solidaire qui pourrait même se renouveler. Juste après cette première journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point avec le CCS sur les points qui ont été, sur les points améliorés. Et puis réitérer ça, parce que faire une fois ça dans l'année, mais toute l'année ça serait beaucoup mieux. Et voir mes petites vieilles tous les mois, impeccable. Tous et toutes ont été séduits par leur nouvelle coiffure et l'ambiance, mais pas que ça apparemment. Très bien l'ambiance. Moi j'aime bien. Ah ouais, mais j'aime bien les garçons. Maison et Cité a organisé il n'y a pas très longtemps une rencontre entre des jeunes des deux départements, le Pas-de-Calais et le Nord. Anthony, tu es allé filmer Génération 59-62. Qu'est-ce qui s'est passé? Des tirs au but? Oui, alors la Maison des Cités a réuni trois quartiers du département du Nord et du département du Pas-de-Calais, notamment de Liévin, pour taper dans le ballon, on va dire, et se défouler et changer les idées pendant ces vacances. Donc il y avait des ateliers de physique, des tirs au but. Il y avait aussi quelques petits jeux comme la balle aux prisonniers et notamment un trottinette-athlon, si je ne me trompe pas, qui a été particulièrement apprécié par les jeunes. Donc une petite course à pied, une course en trottinette et voilà, c'est le trottinette-athlon. À Liévin, on avait également une battle de jeux vidéo ce lundi. Oui, pardon. Et si au milieu des livres, on pouvait trouver des jeux vidéo en bibliothèque, donc direction Liévin, et plus précisément la bibliothèque Jacques Duquesne, où en ce moment se déroule une animation sur le jeu vidéo. Donc des questions comme pourquoi créer un jeu vidéo et qu'est-ce qui nous intéresse tellement dans ces jeux. La bibliothèque invite le public à venir explorer cet univers, sa formidable richesse et surtout découvrir ce nouvel aspect culturel au sein des bibliothèques.
Les jeux vidéo, une nouvelle pratique en bibliothèque, c'est le nom de l'animation proposée actuellement à la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin. Seulement 20% des gens considèrent le jeu vidéo comme média culturel. Pour la structure municipale liévinoise, il était donc intéressant de faire découvrir cette nouvelle facette des bibliothèques au public. Ce qui nous tenait à cœur, c'est vraiment de faire entrer le jeu vidéo en bibliothèque et de montrer que le jeu vidéo n'était pas... souvent, il est considéré comme, par la plupart des gens comme un élément de sous-culture et au contraire, on voulait axer vraiment le jeu vidéo pour montrer qu'un jeu vidéo, c'est aussi un scénario qui est écrit avec vraiment les mêmes codes qu'un roman, avec des codes littéraires, que c'est aussi de la musique, puisque par exemple pour un jeu vidéo tel que Fantasy VI de Mario Bros, on a le Requiem de Mozart, on a également des grands illustrateurs, on fait part au cinéma, on a vraiment des auteurs aussi de manga, on a des chanteurs aussi. J'ai vu qu'à l'occasion de la sortie de Battlefield 1, le 21 octobre, j'ai vu qu'il y avait un chanteur qui avait participé aux voix. Donc c'est vraiment intégrer ce média comme support culturel à la bibliothèque. Parallèlement à cette animation, un temps fort. Ce lundi 24 octobre a eu lieu un grand tournoi, une battle, comme on dit dans le jargon, en partenariat avec le centre culturel Jules Grard de Liévin, qui participait à ce challenge de jeux vidéo, également ouvert au tout public, et le tout sous la houlette de l'association lilloise Ordi Rétro, dont le but est de préserver le patrimoine ludique en le valorisant au travers animation et exposition. Donc c'est une double collaboration pour nous aujourd'hui puisque nous avons élaboré pour les médiathèques du Pas-de-Calais des malles vidéoludiques qui sont donc des malles composées de 3 machines et d'une sélection de jeux. Donc ces malles sont à la disposition des médiathèques du Pas-de-Calais, du réseau des médiathèques qui peuvent les emprunter pour mettre en place des animations. Et on intervient aujourd'hui en plus pour apporter des machines de complément, en l'occurrence justement du rétro avec des GameCube, donc des machines qui ont quand même aujourd'hui une quinzaine d'années et sur lequel on organise un tournoi. Un tournoi qui a récompensé les gagnants avec des places pour aller à Paris, porte de Versailles, visiter le grand salon du jeu vidéo, la Paris Games Week. Au mois de février prochain, des autres animations sur le concept du jeu vidéo sont prévues à la bibliothèque. En attendant et jusqu'au 12 novembre prochain, l'animation jeu vidéo reste visible au pôle des Rousseaux et au pôle Gambetta. Alors si vous avez envie de passer un moment convivial en famille, à vos manettes. Le SMT, syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, recevait la presse samedi dernier pour évoquer les problèmes des salariés de Westel qui manifestent depuis quelques semaines pour le maintien de leur emploi. Le président du SMT, Laurent Duporge, les vice-présidents Jean-Pierre Corbizet, également président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, et Daniel Delcroix, ainsi que le président de la communauté d'agglomération de Lanciévin, ont tenu à clarifier certains points inconnus du grand public, comme le souligne Laurent Duporge au micro de Christophe Billoire. Nous sommes passés de l'entreprise Keolis, qui assurait jusqu'ici cette délégation de service public, à un nouveau prestataire qui s'appelle Transdev. Transdev ayant remis aux élus du SMT et à celles et ceux qui entouraient les élus du SMT une offre qui, sur le plan économique, une offre qui, sur le plan de l'organisation et sur le plan de la mobilité, a fait l'unanimité, est apparu tout simplement la meilleure. Effectivement, cela implique des changements, des modifications, et en l'occurrence, effectivement, et c'est pour ça que nous nous réunissions aujourd'hui pour apporter des éléments d'information, en particulier pour celles et ceux qui sont des sous-traitants de ces entreprises, et effectivement sur cette agglomération, sur ce SMT plus exactement, eh bien, il y a une particularité, c'est que le niveau de sous-traitance est beaucoup plus élevé que sur toutes les autres agglomérations de France. Le contrat avec Transdev a été signé le 7 octobre dernier, donc avant même effectivement la signature de ce contrat, Westel a fait part, Westel qui est une filiale du groupe Keolis, tout comme Dourlan d'ailleurs, sont des filiales de Keolis et légitimement d'ailleurs, tout à fait légitimement, les salariés de ces deux filiales de Keolis ont peut-être pu penser qu'il allait y avoir des règlements de compte entre grandes filiales, et donc se sont inquiétés sur l'avenir de leur emploi.
Et moi, dès le 4 octobre, je les ai assurés de toute ma vigilance sur cette question-là, puisque que ce soit moi-même, Jean-Pierre Corbizet et Daniel Delcroix, qui m'entouraient au cours de la négociation de cette DSP, nous avions toujours dit à Transdev que pour nous, la sous-traitance était quelque chose d'important, qu'il fallait la préserver et qu'il fallait effectivement être très très précautionneux sur le maintien de l'emploi local et sur le développement de l'emploi local. Ces salariés ont été un petit peu pris en otage par le groupe Keolis et par ses filiales, par les dirigeants de ses filiales, puisque Keolis a imposé, je dis bien, et nous l'avons d'ailleurs appris au cours des séances que nous avons eues de négociation, et à ma grande surprise d'ailleurs, eh bien, ces sous-traitants actuels, Dourlan, Westel, comme tous les autres qui actuellement sous-traitent pour Keolis, eh bien, ont été contraints de signer ce qu'on appelle une clause d'exclusivité, c'est-à-dire une clause qui les empêchait de répondre également pour le groupe Transdev. L'offre remise depuis le 7 octobre, donc depuis que cette clause d'exclusivité est tombée, et donc que Transdev est allé enfin a pu aller voir ces entreprises, eh bien, Transdev a fait une offre qui permet aux transporteurs locaux de continuer d'exister, de continuer de sous-traiter des kilomètres. Et pour Westel en particulier, pour les autres transporteurs, c'est une offre similaire. Et pour Westel, eh bien, l'offre proposée, c'est 70% de ce qui est assuré aujourd'hui. Et c'est une reprise aussi, quoi qu'il arrive, si jamais il devait y avoir des difficultés au sein de ce groupe Westel, une assurance que l'ensemble du personnel serait repris aux mêmes conditions salariales. Et je rappelle que d'ailleurs, je vous ai signalé qu'on était très attentif au développement de l'emploi local, du maintien de l'emploi local. C'est aussi le développement de l'emploi local auquel nous sommes attentifs, puisque il faut quand même rappeler que la mise en service du bus à haut niveau de service va permettre la création d'une centaine d'emplois sur le territoire, des emplois de conducteurs, des emplois de contrôleurs, des emplois qui sont liés à la gestion et à la maintenance de ce réseau. Donc c'est le maintien de l'emploi local, bien sûr, mais c'est aussi le développement de l'emploi local qui nous anime et que la raison l'emporte tout simplement. Voilà, et que la raison, c'est effectivement, et il n'y a que cela qui m'anime, c'est l'avenir des salariés. Voilà, et la défense de l'emploi. Seule cette question-là m'anime. Samedi 22 octobre, peu avant le match du Racing Club de Lens face au Stade de Reims. C'est dans les salons du Stade Bollaert de Lellis que la société Nexens et le promoteur immobilier Fiducim ont signé l'acte de vente du terrain des anciennes câbleries Nexens situées rue de Londres. Dans le cadre du projet immobilier Luminescence, 240 logements devraient sortir de terre d'ici fin 2018. C'est l'heure de notre invité. Nous recevons aujourd'hui Éric Millot. Éric Millot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur de l'Arras Film Festival, un gros événement sur la région tous les ans, avec de nombreux films, des avant-premières et des films qui viennent de toute l'Europe. Qui a eu l'idée de ce festival sur Arras et pourquoi ? C'est nous, parce qu'on avait l'idée de créer en région un événement international et la ville d'Arras était très bien placée dans le sens où géographiquement, mais également avec l'infrastructure qui permet d'accueillir un festival qui va recevoir un certain nombre de festivaliers, mais également des professionnels et aussi beaucoup de gens. Et ça, c'est important d'avoir ce type de ville, qui est belle en plus, parce que c'est important aussi qu'un festival, c'est pas seulement des projections, mais c'est aussi un cadre. Et c'est sûr que le cadre d'Arras, les places, c'est magnifique. Voilà. Mais c'est une passion, c'est quelque chose qui... vous faisiez ce métier-là ou comment l'idée est partie de où ? J'ai toujours travaillé dans le cinéma, c'est-à-dire j'ai créé plusieurs événements avec mon équipe, et puis là on est parti d'un groupe de, pas dire de passionnés, parce que je pense qu'on a un aspect très professionnel, mais l'idée c'était de créer un événement professionnel avant tout, et effectivement il y avait... Derrière, il y a l'envie de partager qui est importante pour nous. C'est-à-dire que c'est pas seulement montrer des films, c'est pas seulement se faire plaisir, mais c'est aussi de donner des films aux spectateurs, de partager ces films avec eux. Et c'est cet échange qui est important pour nous. Alors, le Arras Film Festival, c'est beaucoup de chiffres. J'ai vu, alors c'est tout d'abord la 17e édition, 280 projections, 2 rétrospectives, 9 films en compétition, 35 séances par jour, des afters musicaux. C'est une sacrée organisation. Comment vous gérez tout ça ?
Il faut effectivement une organisation ça suppose un travail à l'année. C'est-à-dire on commence à préparer le festival le 1er février, ça va se terminer au 31 janvier, parce que quand c'est fini, c'est pas encore terminé. Et puis ça suppose un certain nombre de professionnels. Il y a une 50aine de salariés sur le festival. Bien sûr, il y a 3 permanents, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui viennent renforcer l'équipe à partir du mois d'août. Et plus qu'on approche de l'événement et plus qu'il y a de monde. Autour de ça, il y a aussi un groupe de bénévoles qui vient apporter son soutien, notamment dans le cadre de l'accueil au moment du festival. Et puis une centaine de lycéens qui participent à des degrés divers pour l'accueil, pour communiquer, pour faire la télé du festival. Vous voyez, il y a énormément d'implications locales, ce qui fait que ça fait une grosse équipe quand même au moment de l'événement. Vous recevez des stars également. L'an dernier, vous avez reçu Michel Mercier, la belle Angélique, je crois. Quelles sont les vedettes cette année et sont-elles accessibles à tout le monde? L'idée du Festival d'Arras, c'est aussi d'être un festival de proximité, c'est-à-dire le public doit être proche des invités, pouvoir converser avec eux, donc les temps d'échange sont importants, c'est-à-dire que c'est pas seulement projeté, les vedettes viennent pas faire coucou puis s'en vont, il y a vraiment cet aspect-là, mais il y a aussi des longs moments d'échange avec eux à la fin du film, il y a ce partage qui est toujours important, et effectivement on peut croiser facilement aussi les vedettes au village du festival, sur la Grand Place, il y a tout cet esprit effectivement qui est important pour le festival. Et cette année, on va accueillir encore beaucoup de vedettes. Alors, il y a quasiment une soirée gala tous les soirs, mais ça ira de Sarah Forestier à Édouard Baird, en passant par Alexandra Lamy, Julien Jean-Baptiste, Gustave Kervern. Enfin, c'est difficile de citer tous ceux qui vont venir, surtout que c'est très mouvant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dernières minutes. Et puis après, il y a aussi énormément de gens moins connus, parce qui viennent de toute l'Europe, qui sont des jeunes talents. C'est les futurs réalisateurs qui obtiendront peut-être les Palmes d'Or au Festival de Cannes demain, et que nous, on s'évertue à faire découvrir. Et c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer ces jeunes réalisateurs qui viennent un peu partout, d'Italie, de Roumanie ou de Pologne, et de pouvoir les découvrir. Et qui sait, demain, ça sera eux, et ça, c'est notre travail aussi. Justement, est-ce qu'il y a des favoris cette année? Est-ce qu'il y a des films qui sortent un peu du lot et vous pensez qu'ils vont arriver peut-être en première place? Après, il y a toujours. Après, nous, on travaille plus sur des réalisateurs que sur des films. Et c'est l'idée de faire découvrir des talents. C'est pas spécialement le film qu'on va montrer cette année, mais 5 ans plus tard, ils auront peut-être un film en compétition à Cannes. C'est plus dans cet esprit-là. Après, on a presque 80 avant-premières inédits, donc c'est énorme. Il y a tous les films qui vont faire l'actualité entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc on peut voir des films très tôt au Festival d'Arras. Et effectivement, dedans, il y a des films qui vont être des succès. Je pense, il y a 2 ans, on avait présenté La Famille Bélier en ouverture. Je ne sais pas s'il y a une Famille Bélier dans la sélection, je pense que certainement. Enfin, encore que là, c'était un succès assez exceptionnel. Mais c'est aussi ce type de film qu'on est capable de présenter et qui me paraît important. C'est-à-dire que le Festival d'Arras, c'est un festival qui s'adresse à tous les types de publics. C'est-à-dire qu'on peut avoir du cinéphile mordu de cinéma, mais également des gens qui vont de temps en temps voir des films, aux familles. Donc c'est vraiment un festival qui s'adresse à tout le monde, et on peut aussi y voir tout type de films. C'est ça qui est important pour nous. Il y a un film, je crois, qui va être... Enfin, certains films qui sont diffusés qu'en avant-première à Arras. Oui, par exemple, on a pu négocier le nouveau film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, qui est un film très attendu, qui a eu beaucoup de succès à Venise, qui est présenté effectivement à Arras. Je crois que ça doit être la seule avant-première en France. Ensuite, il y a un certain nombre de films qui sont projetés en première, aussi française. Ça va de films danois comme La Communauté à je sais pas, Cessez le feu par exemple, qui est un film avec Romain Duris qui a beaucoup d'acteurs et qui parle des combattants de la Première Guerre mondiale. Après, ça c'est un film qui sortira par exemple en mars et qu'on va être les premiers à découvrir ici, qu'on offre au public comme première découverte lors du festival. Donc une belle programmation pour les adultes, mais aussi pour les enfants, parce qu'il y a le festival qui est consacré aussi aux enfants. C'est vrai, nous c'est important pour nous, les familles, et il y a une dizaine de films qui sont choisis, et effectivement on peut y voir des petites pépites qui viennent de Danemark ou de Scandinavie, mais également des films plus attendus. Je pense à la grande bataille de Boule de Neige, film québécois, ou également à Normes, qui raconte l'histoire d'un ours sur la banquise, qui est d'ailleurs doublé par Omar Sy.
en l'occurrence, et qui est un film très attendu pour Noël, c'est-à-dire qu'on peut découvrir à Arras les films qui vont faire les succès de Noël, en même temps à côté de petites pépites ou de retrouver des personnages un peu connus comme Wallace et Gromit qui sont appréciés chez du public, et là on va pouvoir les découvrir en version restaurée, numérisée, les films qui les ont rendus célèbres. Tout ça c'est important pour nous aussi d'aller à la rencontre des jeunes et des enfants. Y compris les tout petits, puisque cette année on lance un ciné bambin qui s'adresse aux enfants à partir de 18 mois. Donc c'est une expérience sur laquelle on avait envie, parce qu'il y a tous les ans il y a des enfants qui découvrent le cinéma au Festival d'Arras, et cette année on a fait encore plus tôt. Bon, là, donc c'est vraiment un festival qui est consacré à la famille complète. Il y a une espèce de festival dans le festival qui s'appelle le Festival des enfants, où on peut effectivement voir des films très familiaux. Je pense par exemple à un film comme Les Enfants de la Chance, qui raconte, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui raconte l'histoire de jeunes enfants qui sont soignés dans un hôpital et qui ont, grâce à ça, échappé aux rafles, notamment la rafle du Valdiv, et qui sont des jeunes juifs en fait, et qui sont protégés par les médecins. Bon, ça c'est un film qui s'adresse à toute la famille, c'est un peu l'esprit des choristes. Après, vous avez des choses qui s'adressent à des plus petits. Enfin, on a vraiment tous les âges qui peuvent être concernés par cette sélection. Alors, le festival débute quand, s'arrête quand, et comment on fait pour y assister ? Ça dure 10 jours, c'est assez long. Donc on débute le 4, c'est vendredi 4, traditionnellement à 19h30, c'est la soirée d'ouverture, et donc on projette Demain tout commence. C'est un peu le nouveau film de l'équipe de La Famille Bélier, c'est la même production, le réalisateur c'est Hugo Gélin, et l'acteur principal c'est Omar Sy. Donc c'est un film qui mélange, on a choisi un peu la comédie mais également l'émotion, c'est un film très, très, très émotionnel, donc très attendu aussi en France, ça va sortir en décembre, et ça se terminera 10 jours plus tard, après avoir vu à peu près 114 longs métrages. Bon, on peut pas voir tous les films, hein, c'est impossible, donc chacun doit faire ses choix, et ça se terminera donc le dimanche 13 à 19h avec la proclamation du palmarès, puisqu'on l'a dit, une compétition européenne qui présente des films qui n'ont jamais été montrés en France, et des films tout nouveaux en fait. Donc il y a la programmation avec le jury qui en met les prix, voilà. Et puis ça se terminera avec un film qui s'appelle Un jour mon prince. Donc une partie de l'équipe sera présente, c'est un film un peu drôle, un peu champagne comme ça, pour terminer un peu en beauté. Et on devrait accueillir notamment quelques-uns des acteurs, notamment Catherine Jacob et Pef, qui devraient venir nous rejoindre pour cette soirée de clôture. On n'a pas parlé du jury. Le Oui. président du jury, Jean-Pierre Améris, et le jury, comment il est choisi, comment vous faites pour réunir des réalisateurs et des acteurs pour voter pour ces films ? Oui, parce que quelque part, c'est une action bénévole de leur part, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans un jury, ils sont aussi les premiers engagés auprès du festival. Donc cette année, on avait envie de le proposer à Jean-Pierre Améris, parce que c'est un réalisateur qu'on a déjà accueilli 3 fois au festival pour présenter des avant-premières, notamment Les Émotifs Anonymes, qui est un de ses plus gros succès en salle. Et du coup, on avait ça fait plusieurs fois qu'on a envie de lui proposer d'être président du jury, parce que c'est une expérience qu'il a pas encore faite, et qu'il avait envie de partager avec nous, parce qu'il y a un certain nombre de réalisateurs qui n'ont pas envie de faire ça, et lui nous disait non, pas trop, et puis finalement il a accepté. C'est un peu comme Philippe Lioré il y a 5 ans, et je pense qu'il en sera très heureux. Voilà, donc le plus compliqué c'est de trouver le président, et une fois qu'on a un président, on essaie de réunir quelques têtes d'affiche comme Marianne Dénicourt. Alors pourquoi Marianne Dénicourt ? Parce qu'en ce moment on l'a revue à l'écran, parce que c'est l'actrice de Desplechin, mais elle a notamment été à l'affiche cette année de Médecin de campagne, qui a eu un joli succès, et l'année dernière elle avait été nommée au César du meilleur second rôle pour Hippocrate, qui est aussi un film sur le milieu de la médecine, qui a eu un beau succès en salle. Voilà. Après, c'est un savant mélange où il faut mettre une comédienne, un comédien, une productrice. Alors cette année, on a Sophie Réville, qui est la productrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est aussi un petit clin d'œil à la production en région, et trouver aussi toujours une actrice ou un acteur ou un réalisateur parfois qui représente un pays étranger, puisqu'on reste un festival européen, et donc cette année on a une actrice albano-belge qui est déjà venue aussi présenter un film, mais c'est important, ils vont vivre avec nous, avec les spectateurs pendant 4 jours, mais il n'y a pas que ce jury-là, hein. Il y a un jury de la critique, il y a un jury des lycéens, il y a également le public qui vote, parce que le public est important au festival. Le Festival d'Arras, son public fait partie complètement de l'événement. Donc un très beau festival à avoir en famille, vous l'avez vu, avec les enfants ou seul. On vous fera peut-être gagner des invitations. Monsieur Millot, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite un bon festival, et puis rendez-vous certainement l'année prochaine. Avec plaisir. Pour la 18e édition. Voilà.
Voilà. L'année Alors, tout de suite, nous allons retrouver Fred Peter, qui va nous parler aujourd'hui des résultats de nos chers du RC Lens. La CFA jouait en amical et les U19 ont perdu face au PSG. La Coupe de France et ses derniers résultats avec un point sur le match qui a duré très longtemps à Noyelles-sous-Lens. Je peux vous le dire parce que j'y étais et il faisait froid, mais il y avait beaucoup de suspense. Les filles du volleyball de Arnes ont remporté leur première victoire contre Toulouse et on parlera également de handball avec les carabiniers. Avant de recevoir notre invité du jour, Frédéric Rulquin, entraîneur de l'équipe de Vimy, qui a également quitté la Coupe de France. Fred, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Valérie, bien et toi? Ouais, ça va, très bien. Alors, on commence par un Lens PSG chez les U19. Et oui Valérie, mais malheureusement je crois qu'on peut parler de douche froide pour les jeunes Lensois qui se sont inclinés 4-2 sur leur pelouse face aux Parisiens. Benjamin Gomel et Modibo Sagnan sont les buteurs sang et or, mais malheureusement ils n'ont rien pu faire d'autre. Lens retombe au deuxième rang et se faisant piquer sa place par Le Havre. On va se recentrer sur la Coupe de France et l'US Noyelles-sous-Lens dont je parlais tout à l'heure qui espérait passer ce 6e tour. Et oui Valérie, et Télégoël avait bien placé sa caméra ce dimanche pour assister à cette rencontre. C'est un reportage de Valérie Lanois. Et il y avait de l'ambiance et du monde du côté du complexe sportif Léo Lagrange de Noyelles-sous-Lens. L'USN recevait Stenvord dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France de football. Les Noyellois sont venus en nombre pour supporter leur équipe, mais il y avait également beaucoup de monde du côté de Stenvord avec 400 courageux qui avaient fait le déplacement, petits comme grands. Et bien sûr, on va le voir dans la bonne humeur avec cette chenille improvisée. Le match commence, mais Noyelles-sous-Lens ne parvient pas vraiment à inquiéter le portier adverse. Malgré quelques attaques des protégés de Fabrice Poivre, c'est Stenvord qui domine le début de rencontre. Béag est d'ailleurs mis à contribution sur ce coup franc et doit s'y reprendre à 2 fois. Dans l'autre sens, le centre de Barachi passe derrière la cage des Rouges. Les deux équipes ne vont pas parvenir à trouver le cadre dans le temps réglementaire et on s'en remet à une séance de prolongation. Les duels sont âpres et personne ne veut laisser passer cette chance de participer au prochain tour. Le froid domine sur Noyelles-sous-Lens et il est très difficile d'évoluer sur cette pelouse glissante. Noyelles-sous-Lens et Stenvord vont alors devoir disputer une séance de tir au but. Alors, Noyelles se retrouve mené 2-0 mais parvient à égaliser à 2-2 avant de craquer et de s'incliner par 4-3 dans cette séance. Le but victorieux est inscrit par Delvar qui fêtera cette qualification avec les supporters envahissant la pelouse. Une belle image faisant honneur au sport, c'est ça également l'esprit de la coupe. Noyelles-sous-Lens a été éliminé, mais est-ce que beaucoup de clubs du bassin minier sont passés, Fred? Alors oui, ils sont passés. À la trappe, Vimy n'a même pas pu caresser l'espoir d'une qualification, s'inclinant 6-1 face à Wascal. Béthune a perdu au tir au but sur la pelouse du Portel. De son côté, le Sangoël n'a pas fait de miracle contre Boulogne-sur-Mer, s'inclinant 1-0. Le seul rayon de soleil est à mettre au profit d'Avion, ayant éliminé Calais par la plus petite des marges, 1-0. L'entraîneur des Renards, Mimoun Zegaï, sera d'ailleurs l'invité du JT le 10 novembre prochain. On passe au volleyball et enfin les filles de Arnes ont remporté leur première victoire. Et c'était ce samedi, le volley club de Arnes recevait l'Institut du volleyball de Toulouse. Et la chose que l'on peut dire, c'est que nos protégés ont marché sur les Toulousaines en remportant le match 3 manches à rien sur les scores de 25-17, 25-16 et 25-14. Cette victoire permet à Arnes de remonter au 6e rang de la poule de ce championnat élite. Malheureusement, ce ne fut pas le même scénario en handball pour les carabiniers de Billy Montigny. Et non, les rouges et blancs se sont inclinés sur le parquet de Ronchin de manière assez sévère, 38-27. C'est la deuxième défaite en 5 matchs pour les Billysiens qui tombent à la 9e place de la Nationale 2. Il faudra rectifier le tir dans 2 semaines à la salle Othellotroni contre Gravelines. On va revenir un peu sur la Coupe de France. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être accueillir notre invité. Et oui, notre invité aujourd'hui est Frédéric Rulquin. Il est l'entraîneur adjoint de l'US Vimy.
Et il est notamment, il fait partie du staff technique de l'entraîneur Makloufi Rebatachi. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Fred. Bonjour. Alors, quelques jours se sont passés depuis ce 6e tour de la Coupe de France. C'est une défaite assez lourde, 6-1 contre Wascal. Et si vous devez tirer un bilan de cette rencontre, ce serait lequel ? Le premier bilan, c'est d'abord une déception pour le public. Il y avait beaucoup de monde au stade de la Mine et on n'a malheureusement pas pu ménager le suspense bien longtemps puisqu'on est mené 2-0 au bout de 12 minutes. On est réduit à 10 au bout de 22. Au bout de 22 minutes, le public a malheureusement pris un petit coup sur la casquette. Bon. Voilà, le bilan, c'est que l'équipe a progressé, mais pas encore suffisamment pour aborder sereinement ce genre de match face à une équipe classée en 2 divisions au-dessus de nous. Est-ce qu'avant cette rencontre, vous, en compagnie du staff, vous avez organisé un programme spécifique pour préparer cette rencontre contre Wascal ? Alors, on avait choisi de ne pas modifier les habitudes, c'est-à-dire qu'on avait 3 séances dans la semaine, mardi, mercredi, vendredi. On avait, nous, Makloufi Rebatachi et moi-même, avions travaillé beaucoup sur l'adversaire. On avait été les voir jouer le week-end précédent face à Dieppe. Et on avait donc observé certaines choses qu'on a voulu mettre en place. Mais voilà, dans l'approche de l'événement, on n'a pas voulu rajouter de la pression à la pression. Le public était là, c'était suffisant, je pense, pour les joueurs. Il s'avère que l'équipe d'en face nous a pris très au sérieux. J'en ai discuté avec le coach de Wascal après le match. Ils craignaient beaucoup cette rencontre et ils étaient venus aussi nous voir jouer. Et ils avaient, mis un plan de bataille particulier pour cette rencontre. Il faut préciser que Wascal évolue en CFA. Tout à fait. C'est en 4e division française. Il y a vraiment un gouffre qui séparait Vimy et Wascal. Tout à fait. Est-ce que cette rencontre peut servir pour la suite du championnat ? On l'espère. C'est les leçons qu'il faut tirer de ces rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a montré certaines limites dans ce match, mais la priorité, c'est le maintien en division d'honneur. Et c'est le genre de match qui doit nous servir pour préparer les prochaines échéances. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été du côté de Vimy. Jean-Claude Froissart a quitté le club, il est parti au Stade Béthunois. Makloufi Rebatachi est arrivé au poste d'entraîneur. Est-ce que ce changement, et donc le changement peut-être de staff, a entraîné de nouvelles choses à Vimy ? Comment on gère cette saison en DH ? Alors, déjà notre arrivée coïncide aussi avec l'arrivée du club en DH. C'est une première pour le club. Donc, la volonté de stabiliser le club à ce niveau-là, au niveau senior. Donc, nous, on a amené quelques joueurs qui connaissent le niveau, voire même le niveau un petit peu au-dessus, pour essayer de densifier l'effectif, mais aussi d'apporter d'autres choses sur le plan physique, parce que la DH, c'est un championnat très dur sur le plan physique. Ouais. Donc le but était de densifier l'effectif. Très bien. Et au niveau de l'équipe de l'US Vimy, donc vous nous avez dit, l'objectif c'est le maintien. Tout à fait. Sur ces premières semaines de compétition, quelle est la dynamique de l'USV ? Alors, la dynamique de l'équipe est bonne. On fait de bonnes prestations. On n'est pas toujours récompensé au niveau des points. On a notamment un match à domicile contre Malo où on domine largement l'équipe adverse. Malheureusement, on concède l'égalisation à quelques minutes de la fin. Donc, le bilan, il est plutôt positif. On arrive au 6e tour de la Coupe de France, qui est quand même pas non plus négligeable. Donc voilà, il manque quelques points par-ci par-là en championnat, mais le premier bilan est plutôt positif. Est-ce que Vimy joue ce week-end ? Alors, joue un match très important à Biache, donc presque un derby, le derby même. Et c'est un match qui va compter beaucoup dans la course au maintien. Et on précise que Biache a joué ce week-end un match amical contre la réserve du Racing Club Lens et s'est incliné par la plus petite des marges, 1-0. Tout à fait. Merci Fred et Fred du coup. Tout à fait. On fait dans les doublés aujourd'hui. On souhaite bonne chance du coup au club de Vimy pour le reste de son championnat. Merci. Et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos résultats sportifs, vos vidéos de smartphone ou autres si vous le voulez, pour que l'on parle de vous. Et la semaine prochaine, nous recevrons le club de Builly-les-Mines qui a également quitté l'aventure avant de recevoir ceux qui sont restés dans la course, le CSA d'Avion. Bonjour Nelly, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Nelly, puisque tu ne pourras pas être parmi nous la semaine prochaine, tu nous proposes en un seul agenda une double dose de culture. Tout à fait Valérie, avec un agenda donc somme toute très chargé. On démarre par de l'humour. Avocat de formation, il a quitté la robe pour se tourner vers la comédie et cela lui réussit très bien. Je parlais de Mathieu Madénian qui jouera son one-man show en état d'urgence le jeudi 3 novembre à 20h30 au théâtre Le Colisée de Lens.
Nelly, pour notre jeune public de 18 mois à 6 ans, c'est à la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines qu'il faut se rendre. En effet, le mercredi 9 novembre à 15h pour le spectacle Suis la ligne par la compagnie Danse Création. Donc ce spectacle invite l'enfant à découvrir que ce que l'on voit en premier n'est pas forcément l'essentiel. Donc ce spectacle sera suivi d'un échange qui donnera l'occasion aux spectateurs de laisser ses empreintes sur une fresque. Alors Nelly, tu nous suggères également 2 spectacles de marionnettes. Oui Valérie, le vendredi 4 novembre à 20h30 à l'espace culturel René Couteur de Grenay pour le spectacle Silence par la compagnie Night Shop Théâtre qui relate avec beaucoup d'émotion l'histoire de Jean et Élise, un petit couple d'un certain âge qui doit faire face aux troubles de mémoire d'Élise. Ils sont en maison de retraite, donc on découvre toutes ces péripéties. Je vous propose de rester également dans le registre du théâtre du corps et de la marionnette et de l'objet le mercredi 9 novembre à 19h, cette fois à l'Arc-en-Ciel de Liévin avec le spectacle Air de jeu par la compagnie La Cuillère. Donc cette coproduction des scènes associées vous fera en quelque sorte plonger dans un laboratoire d'anthropologie sociale en nous relatant l'influence que nous avons tous sur les adultes en devenir. On poursuit en chanson, Nelly. Oui Valérie, si je te dis un homme extraordinaire, tu acquiesceras qu'il s'agit d'une parfaite description de notre journaliste Anthony. Mais c'est également l'un des tubes du groupe Les Innocents. Donc ce groupe, il enchantera la scène du théâtre Le Colisée de Lens le vendredi 5 novembre à 20h30. Donc au programme, leur standard pop des années 90, mais également les nouvelles chansons extraits de leur 5e album Mandarine. Sur notre territoire, un événement incontournable, le théâtre patoisin. Tout à fait, une valeur sûre. Donc ce sera à Grenay, à l'espace culturel René Couteur, le mardi 8 novembre à 19h avec Bertrand Coq. Il vous dira tout de ses souvenirs d'enfance dans les corons. Lors de son spectacle, Bertrand va vous dire quoi? Tu clôtures cet agenda au Louvre-Lens. Oui Valérie, le lundi 7 novembre à 18h à la Seine pour la conférence de présentation de l'exposition L'histoire commence en Mésopotamie, présentée par Ariane Thomas qui en est la commissaire. Donc l'histoire commence en Mésopotamie sera visible à compter du 2 novembre et jusqu'au 23 janvier. Nous ne manquerons pas bien sûr d'en reparler sur Télégoël. C'est fini pour aujourd'hui. Nelly, Fred, Anthony et Nelly, merci. Merci pour toutes ces informations sur notre agglomération. Au revoir à tous les 3. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine avec encore plus d'infos sur le territoire. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site de Télégoël, télégoël.fr pour voir ou revoir ce que vous avez manqué. À très bientôt sur votre chaîne du Bassin Minier.